Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de cette mini-série de la Guilde, toujours sur les tests embarqués et toujours avec Cédric Lefebvre. On va parler aujourd'hui de bugs. Forcément, on fait du test, il y a forcément des bugs. Donc, qu'on en rencontre en phase de conception de développement, c'est normal. Mais par contre, c'est vrai que s'il y en a qui passent dans les mailles du filet, on en a un peu parlé avant, les impacts, déjà en termes de sécurité, mais aussi en termes d'image, de responsabilité, de business pour l'entreprise qui développe ce bien, je veux dire, c'est ça, et ces services-là, c'est quand même plus compliqué. On a dit que c'était quand même compliqué de corriger certains bugs lorsqu'on est dans des systèmes embarqués, et dans des systèmes embarqués qui sont dans des grands systèmes qui en plus se déplacent. Donc c'est pas si évident que ça soit des bateaux, des sous-marins, des satellites, des avions, des hélicoptères, des trains, et des trottinettes électriques. Il y a Oui, c'est vrai, oui, ça effectivement. peut arriver, donc c'est toujours, voilà. Et on a de plus en plus d'embarqués et on s'en rend pas compte. Ça paraît toujours évident et faut pas oublier que voilà, quand ça bug, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dépendant de tous ces systèmes et que ça peut aussi nous coûter la vie aussi quelque part. Oui, c'est vrai que déjà quand tu disais des bugs, effectivement la difficulté à les corriger ou le moment de les corriger, ça peut arriver. Mais surtout, il faut se dire que lorsqu'on fait un développement, parfois on va mettre le produit sur le marché et on a quand même conscience qu'il y a dans le produit un certain nombre de bugs. Alors bien sûr, ce sont pas des bugs critiques, sinon on les aurait corrigés préalables. Mais grâce au système l'ISO 262 avec les notations en termes d'asile, on sait leur donner un impact, une occurrence, une probabilité d'arriver. Et en fonction finalement du coût économique que ça peut représenter, on peut décider de les corriger tout de suite, voire plus tard, voire jamais, si on se dit que la situation est vraiment exceptionnelle. Comme par exemple, si le problème risque d'arriver lors des démarrages très grand froid du style du -40, bon, en France, on est à peu près à l'abri par rapport à ce niveau-là. Et donc, en tout cas, le constructeur va décider de Ça dépend déprioriser. si le constructeur c'est Skoda ou Peugeot, quoi. Oui, et puis ça dépend où le produit va être vendu, mais C'est je me ça. souviens que la notion de grand froid avait beaucoup évolué au début des années 2000 chez Stellantis, où quand ils commercialisaient du coup des véhicules en Russie, on était passé Oui. d'une notion de grand froid de -30 à -40. Oui. Pareil pour les véhicules en Suède, tu vois, c'est ce genre de Et notion. Donc ça pour dire qu'effectivement, les bugs, parfois on les découvre un peu tard, mais parfois on les découvre très tôt, mais pour autant ils vont pas être corrigés tout de suite. Faut pas oublier que derrière, il y a toujours une balance, et surtout dans l'automobile, hein, faut pas oublier que les marges sont extrêmement faibles. Alors à part pour les constructeurs premium, qui sont généralement allemands, et pour les constructeurs généralistes, alors, la marge, au final, quand tu vends peut-être une 308, c'est peut-être de l'ordre de 2500, 3000 euros sur un je véhicule que crois tu que vas c'est vendre Ferrari qui 30 fait 000. le plus de marge. Oui, c'est l'image de marque que tu vends d'abord. Ouais, mais ils doivent vendre, je sais pas, moins de 500 modèles par an, Oui, par contre. c'est vrai. Donc effectivement, une fois qu'on les a identifiés, effectivement, ça peut avoir des impacts. Donc là, tu parlais de ta cata. Donc même si c'est pas ta cata, c'est pas lié à du logiciel ou à de l'électronique, hein, c'est plutôt lié à de la chimie avec des notions d'humidité, de température qui font que ça va se déclencher à tort. Donc c'est d'ailleurs pour ça que pour les cas français, ils sont plutôt dans le sud de la France et dans les dom-toms. C'est bien localisé. Mais on a de par le passé eu, au début des années 2000, des régulateurs de vitesse qui n'arrivaient pas à se désactiver. C'est important parce que ça a touché l'image de marque à l'époque, c'était Renault. Et ça a été jusqu'à avoir des perquisitions au technocentre pour aller chercher les rapports de test, pour s'assurer déjà que le constructeur avait tout mis en place pour mettre sur le marché un système opérationnel testé efficacement.
Donc de mémoire, ça s'était terminé, je crois, par un non-lieu, parce qu'on n'avait jamais su si c'était des personnes qui avaient un peu abusé ou qui n'avaient pas lu la documentation technique, celle qu'on ne lit jamais dans la voiture. Moi, je connais des gens à qui ça arrivait. Donc Et là, en tout cas, contre ailleurs, j'avoue, ouais, je suis contre d'accord. ailleurs. Ah ouais, mais Ouais. Donc ce genre de choses, ça peut arriver, mais ça montre que les tests, non seulement il faut les faire, mais non seulement il faut avoir des preuves que ça a été fait, et tout garder et tout stocker pendant un certain temps pour pouvoir démontrer ce genre de situation. Ou plus récemment, même cet été, je crois qu'il y a eu des freinages fantômes sur certaines voitures, où les caméras pensaient voir des cibles, et la voiture s'arrête sur la voie centrale de l'autoroute. Quand tu passes de 130 à 0, bon, déjà ça fait un choc pour toi-même si t'es au volant, mais pour ceux qui sont derrière, faut éviter. ouais, faut éviter, quoi. Voilà, donc tous ces trucs-là, c'est important par rapport au test. Là récemment, c'était quoi? C'était côté Airbus, avec le rayonnement solaire, où il a fallu mettre à jour pas mal de Et calculateurs. Donc là, on n'est pas dans du bug, on a de la défaillance provoquée par l'environnement. Donc et ça arrive souvent aussi au niveau des satellites, hein, à cause des rayonnements solaires. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi protégés. Euh, Donc oui, il faut lorsque ça arrive, effectivement, pouvoir mettre à jour. Donc ça se fait très bien chez les constructeurs, hein. Récemment, enfin, très fréquemment, on va dire, il y a des logiciels qui sont mis à disposition. Lorsqu'on va faire son entretien, la valise de diagnostic est branchée. On est capable de voir par rapport à la version du logiciel embarqué, est-ce qu'il y a une version plus récente qui est présente. Elle est téléchargée. Bon, la différence, c'est que par rapport à un téléphone, on va pas forcément dire à l'utilisateur de la voiture, je vous ai mis une mise à jour parce que ça corrigeait un bug extrêmement important pour lequel vous risquez de mourir. Donc, soyez rassurés maintenant. Donc, non, c'est le genre de choses qu'on fait de manière tacite. Il vaut mieux le faire de manière tacite, d'ailleurs, pour la confiance des personnes. Même si quelque part, reconnaître qu'il y a eu une défaillance, qu'on est capable de la corriger, c'est quand même une marque de confiance dans le constructeur. Mais la première réflexion de l'être humain, c'est plutôt de se dire, ouais, peut-être que la prochaine fois, j'achèterai l'autre marque ou un autre véhicule. Donc, après, il y a toujours le facteur humain. Ça, je me rappelle, c'est Volvo qui avait sorti le premier, la voiture qui s'arrête lorsqu'il voit un mur ou un, un piéton qui arrive. Et lorsqu'ils devaient faire la démo, bah, ils ont essayé toute la matinée. Et au moment où tout le monde vient pour faire la démo, bah, en fait, la batterie était à plat. Bah, ils sont rentrés dans le mur. c'est vrai. Tu vois, c'est des choses comme ça. Comme tu disais, c'est le contexte et de comment ça se passe. Et si t'as pas l'énergie pour pouvoir le faire, ça marchera pas, quoi. C'est sûr, surtout que sur les véhicules, enfin, toute l'énergie vient quelque part de la batterie. Et oui. Et donc, même les calculateurs, hein, tu sais, ou même les capteurs, ils ont il y a des modes de fonctionnement qui sont définis par rapport à leur tension d'alimentation. Et on tolère que, en dehors d'une certaine plage, le véhicule ne soit plus aussi fonctionnel, que le capteur ne soit plus aussi opérationnel et ne fournisse pas forcément une valeur juste. Par contre, faut être capable de le détecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de diagnostics électriques sur les surtensions, les sous-tensions, les impacts que ça peut avoir. On n'imagine même pas, mais sur un calculateur, généralement, par exemple, le calculateur de contrôle moteur, il va être alimenté par la batterie et c'est lui-même qui va être en charge d'alimenter les capteurs qui lui sont reliés. Non, Ben, mais la répartition entre les différents régulateurs sont faits en fonction des asiles. C'est-à-dire, on veut absolument éviter qu'un capteur, je sais pas, qui va juste dire s'il pleut, au cas où il vient à brûler, puisse endommager le générateur de tension qui lui-même alimente le capteur pour le régulateur de vitesse, par ouais, exemple. Donc il y a une répartition non seulement de l'énergie un peu équitable entre les deux ou trois régulateurs 5 volts, mais aussi d'un point de vue asile pour que il n'y ait pas un effet de bord d'un problème sur un autre système. c'est Tout ça, c'est pensé et on n'a pas excité, forcément conscience. mais enfin, ça a un impact. On se rend pas compte quand il y a un grand problème. Et en plus, c'est des systèmes complexes avec des partenaires. Tu vois, si tu prends le problème, bah, je sais pas si on peut appeler ça un bug, sur les airbags Takata, parce que c'est pas vraiment électronique, enfin si, c'est un système, ah, il y a de l'électronique, c'est le déclenchement qui pouvait poser problème. Il fallait changer dans tous les modèles de plein de modèles de voitures. Voilà, Peugeot a été fortement impacté, ça a eu, ils ont eu une image négative alors qu'il y avait plein d'autres compagnies dans le monde qui l'utilisaient dessus. Mais eux, ils avaient c'était peut-être l'un de leurs plus gros fournisseurs et ils en avaient Oui, dessus. après, Donc, il y a la c'est très manière de compliqué juster. en fait. C'est ce que tu testes toi, mais c'est aussi ce que tu intègres d'autres partenaires
face à un système extrêmement compliqué, une voiture avec un système où finalement tout n'est pas fait juste par une marque, mais finalement c'est un ensemble de Je dirais partenaires même qu'il de faut moins en moins. intégrer et on peut pas toujours avoir une maîtrise à 100% de ce qu'ont fait tous les partenaires. Donc c'est quand même un vrai challenge, hein. C'est vrai que les constructeurs deviennent de plus en plus des assembliers, Oui. puisqu'ils achètent des équipements à des équipementiers qui généralement savent très bien faire un certain nombre de produits. Et le talent après du constructeur, c'est de faire en sorte que tous ces produits qui sont achetés de droite et de gauche, on parlait la dernière fois de l'hybride rechargeable avec 6 ou 7 calculateurs. Les 6 ou 7 équipementiers sont très bons dans leur domaine. Après, la plus-value du constructeur, c'est de les mettre ensemble, de les faire communiquer, et de faire ensemble que le système global fonctionne de manière bonne et surtout soit produit au bon niveau de qualité, dans les bons plannings, qu'il n'y ait pas de dérive et surtout pas d'interaction néfaste avec d'autres systèmes. Donc, c'est pas Oui, toujours oui. évident, mais on a souvent des phénomènes en cascade dans l'automobile, hein. Un système défaillant qui va provoquer une autre défaillance, et d'où l'importance du diagnostic, de l'identification de la cause racine, pour éviter de changer à tort un certain nombre de composants qui ne serviraient à rien. Et tu parlais tout à l'heure justement de Stellantis et des airbags Takata. Ce qu'on oublie, c'est que la gestion de ce genre de problème, d'un point de vue constructeur et image de marque, est extrêmement importante. J'ai en mémoire effectivement, D'accord. comme j'ai travaillé beaucoup chez Stellantis, tu sais, il y a des coopérations de temps en temps avec d'autres constructeurs, notamment les premières Citroën C1, les 106 et les Aygo. Ce sont les mêmes véhicules. Et en plus, c'était les premiers véhicules à avoir un moteur 3 cylindres. Donc, le bruit d'un moteur 3 cylindres n'est pas du tout le même qu'un moteur 4 cylindres parce que les fréquences et les temps d'explosion ne sont pas au même moment. Mais lorsque tu es, par exemple, côté Toyota, ils avaient très bien pris ça en considération et lorsqu'ils donnaient le véhicule au client, ils lui expliquaient bien cette spécificité. Ça un peu le surprendre. Et donc, ils avaient beaucoup moins de retours clientèle de personnes qui leur disaient, mais c'est bizarre, le moteur, il fait un bruit pas comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il manque un cylindre. Oui, vous avez raison, il en manque un. Mais c'est volontaire. Donc, tu vois, la communication, même à ce niveau-là, Et ouais, c'est important. Alors moi j'ai été impacté sur mon modèle Takata. Je trouve que ça a été bien géré. La question que je me posais comme je devais passer le contrôle technique, c'est est-ce que je passe le contrôle technique avant ou après? Bon, je l'ai passé après. Et c'était encore l'année dernière, c'était pas une obligation. À oui, partir de maintenant, de 2026, il va pas l'immobilisation, changer l'immobilisation, tu passes plus le contrôle technique. Mais c'est bien, ça oblige les gens à le changer. Donc, mais franchement, c'est 1 heure chez le concessionnaire et c'est réglé et la communication était fluide. Donc, moi, je trouve que sur ça, ils ont bien géré. C'était assez rassurant globalement. Mais c'est vrai que dans le risque, c'est aussi la communication de comment on gère un risque lorsque ce risque n'est plus un risque, mais c'est une vraie ouais. défaillance. Et là, il faut aussi pouvoir gérer tout ça. Et ça, c'est vrai que voilà, dans l'industrie, ça change aussi pas mal de choses dessus. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vraiment passionnant, moi, je trouve, ce monde de l'embarqué. Donc je suis très content que tu sois là avec nous. Mais du coup, on papote et on laisse filer l'heure de l'épisode. Merci en fait d'avoir parlé vraiment de ces impacts des bugs et on voit vraiment la criticité. Bah, vraiment, ça peut coûter très cher financièrement et humainement Oui, parlant, beaucoup plus que sur un site web grand public. Tu peux perdre de l'argent, tu peux avoir de l'image, mais en général, tu tues pas des gens, heureusement. Euh, mais c'est intéressant. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet un peu plus léger. On l'a un peu évoqué lors du premier ou du deuxième épisode de l'agilité. oui. Voir comment l'agilité arrive, on n'arrive pas dans les projets que tu as pu voir dans l'embarqué. Donc restez avec nous pour ce 5e et dernier épisode. Et une fois de plus, merci Cédric pour la qualité de cet Avec plaisir. échange. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.